Occupation humaine de la planète. Quand on parle donc d'explosion démographique de la population humaine, au niveau temporel, il y a des changements qui sont rapides. On a pris 1 millier d'années à atteindre 1 milliard de personnes au 18e siècle. 100 ans plus tard, 2 milliards de personnes, donc on double 100 ans plus tard. Ensuite, 30 ans, donc dans un laps de temps plus court, 3 milliards, 15 ans, 4 milliards. De plus en plus, ça prend un nombre d'années, donc plus court, pour ajouter 1 milliard à la population mondiale dans certaines zones. Quelles sont ces zones? Donc, encerclé sur votre feuille et nommez les 6 foyers de peuplement. Commençons avec le plus important, l'Asie orientale à 1,5 milliard de personnes. Donc, Asie orientale qui comprend des zones comme le Japon, des villes très dynamiques comme Tokyo, par exemple. Un pays comme la Chine, incontournable. On parle des zones qui sont super dynamiques pour plusieurs raisons qu'on va voir tantôt, entre autres la mousson, entre autres les villes, etc. Donc, l'Asie du Sud qui comprend l'Inde à 1,3 milliard de personnes, avec, bon, bien sûr, les taux d'alphabétisation, les niveaux d'éducation des femmes qui agissent sur les naissances, pas juste en Inde, mais ailleurs aussi. Les niveaux de pauvreté qui agissent sur la mortalité infantile, hein, qui agit lui aussi sur le nombre d'enfants. Quand on sait qu'en Inde, on peut avoir la perception qu'avoir des familles nombreuses, c'est comme pour la mère, les parents en général, mais pour la mère, un bâton de vieillesse. Donc, que nos enfants s'occupent de nous lorsqu'on va être vieux. Donc, plus on a d'enfants, plus la mortalité infantile est élevée, plus on a de chances que cela arrive. La confiance des parents dans la survie de leurs enfants, c'est un élément qui agit beaucoup sur le niveau des naissances. Donc, ça crée une dynamique assez forte dans cette zone-là du monde. Europe occidentale, 10 millions, bon, les grands centres financiers, Paris, Londres, les grandes villes culturelles, etc. Golfe de Guinée en Afrique, 170 millions de personnes avec des villes importantes comme la capitale du Nigeria, par exemple. Le Lagos, 15 millions de personnes, population très jeune, très croissante, très dynamique dans les années à venir, ça aussi, cette zone-là. Maintenant, en Amérique, nord-est des États-Unis, 130 millions de personnes. Donc, avec, bon, encore là, des grandes villes, du centre universitaire, des grandes universités. Bon, pour en nommer quelques-unes, Harvard de Boston, grande ville américaine, New York, bon, etc. Hein? Zone littorale aussi très dynamique. L'Amérique du Sud, maintenant, sud-est du Brésil, 90 millions de personnes. Bon, avec des villes importantes, là encore, Rio de Janeiro, Sao Paulo, samba brésilienne, le carnaval de Rio, etc. Hein, c'est important, là aussi le littoral, quand on sait qu'à l'échelle mondiale aussi, il y a 2 tiers donc de la population mondiale qui vivent à moins de 500 km de la mer. On a cette statistique qui prévaut bien sûr au sud-est du Brésil, mais zone littorale pour l'import-export, hein, le fait qu'on est sur le bord de l'eau, l'acheminement par bateau, l'importation et exportation, le fait que ce soit des zones, également des zones de pêche, des zones où on a des villes très importantes aussi, tout le degré d'attraction des grandes villes au niveau de l'emploi, entre autres, au niveau de l'accès à des services de santé, bon, etc. Fait que les zones sont super importantes. On prend l'exemple de la Chine, par exemple, en termes de zone littorale, les fameuses ZES, les zones économiques spéciales, où des zones qui sont ouvertes économiquement, mais où la Chine, au niveau politique, peut continuer de demeurer assez fermée. Des zones comme l'Inde, hein, importantes à cause de ses fleuves. Point 2, zone fluviale des civilisations en Inde autour du Gange, hein, Gange autour du Brahmapoutre, autour de l'Indus, une civilisation aussi mésopotamienne, le Nil en Afrique, bon partout, hein, Inde, Chine, Égypte, donc le côté fluviatile très important à l'échelle mondiale, les fleuves importants en Afrique, donc dans toutes les mêmes zones où on a des fortes densités de population, présence de fleuves importants, Mésopotamie, etc. Point 3, zone des climats favorables, des climats tempérés, tropicaux, où la riziculture est plus importante qu'ailleurs. Donc, des climats qui sont favorables, climat de mousson, etc. Le relief, on aurait pu rajouter aussi. Ça va un peu avec les climats, les zones fluviatiles et le littoral. Le relief, les zones de montagne, à plus de 80% de la population mondiale vivent au-dessus de 500 mètres d'altitude. C'est quand même un élément aussi à tenir compte, les zones vides, les zones pleines par rapport aux montagnes. Ça nous permet de faire un blitz, de faire un zoom
en fait sur notre étude de cas qui est l'Asie du Sud. Donc, on a fait un bref survol de l'occupation humaine de la planète à l'échelle mondiale. Là, on va faire un zoom sur l'Asie du Sud, sur l'Inde en particulier. Et on est chanceux parce que l'Inde a les trois. Importance au niveau littoral, point 1. Importance au niveau fluvial ou fluviatile, ce sont des synonymes, point 2. Et importance au niveau climatique, point 3. Il faut savoir que l'Inde, en fait, est rendue à 1,3 milliard de personnes pour une raison bien simple. En fait, il y a plusieurs raisons. On va partir d'une statistique. La population a triplé depuis 1947, depuis son indépendance, entre autres liée à la Révolution verte. Révolution, en fait, qui a amené une agriculture à haut rendement, donc des productions agricoles qui sont plus intenses à l'intérieur d'une année. Il y a également la raison de l'électrification des campagnes qui a amené un développement de population et un développement économique assez impressionnant en Inde. Développement également des industries chimiques, entre autres liées à la production de pesticides pour justement l'augmentation des rendements à l'hectare au niveau de l'agriculture. Cette agriculture qui évidemment sert à nourrir une augmentation qui est en croissance. Augmentation également de l'élevage, des éléments négatifs qui peuvent entrer en ligne de compte aussi, baisse des forêts, donc déforestation liée à l'augmentation de l'élevage à l'hectare, augmentation de l'irrigation. On sait que plus de 60% de l'eau à l'échelle mondiale est utilisée pour l'agriculture, donc pour nourrir les hommes, augmentation de la salinisation des sols, l'érosion, etc. Bref, des éléments positifs au niveau de la révolution verte, au niveau de la croissance de l'agriculture en général, qui, pour la révolution verte, qui a permis de doubler les superficies irriguées en une quarantaine d'années, etc. Donc, ça va être simple de la façon qu'on va procéder. Puisque c'est une capsule, vous allez pouvoir le mettre à la vitesse que vous voulez. Donc, je disais, Asie du Sud, 1,3 milliard de personnes. De la façon qu'on va procéder, donc, on va dessiner là-dessus en couches d'informations. Il y en a que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas. La tectonique, on connaît ça. On l'a vu lors de notre deuxième cours sur la tectonique des plaques. Voir que l'Inde est un triangle, grosso modo un triangle que vous avez en fait, qui s'est détaché de l'Antarctique pour aller se coller sur le continent asiatique. Ensuite, on va rajouter la couche du relief, qui est bien sûr liée à celle de la tectonique. Tout ça, c'est hiérarchique. Tout ça, c'est un processus. Les éléments vont ensemble, avec l'Himalaya au nord, les Ghats occidentales et les Ghats orientales du côté est. Ensuite, on va rajouter la couche de la mousson. Ensuite, on va rajouter le fleuve. L'Himalaya, donc création de l'Himalaya, ici au nord. Et création des Ghats, ce sont des reliefs, des chaînes de montagnes, une à l'ouest et une à l'est, d'où leur nom, à gauche, à l'ouest, et Ghats orientales à droite, à l'est. Donc on se souvient, il y a 60 millions d'années et plus, donc l'Inde se détache de l'Antarctique et va venir se coller comme deux morceaux de plasticine, va écraser le continent asiatique, va le plisser pour former la plus haute chaîne de montagnes au monde, qui est l'Himalaya, en étape A, B, ici, point A, 60 millions d'années, début du collage. Donc, le décollement de l'Inde avec l'Antarctique se fait au-delà de 60 millions. Je sais pas, moi, 200 millions peut-être et plus. Zone intermédiaire, on voit le plissement ici et état actuel. Ça, c'est pour l'Himalaya. Et les Ghats, donc notre plateau du Décan, on a la plaine du Gange ici, notre fleuve qui passe. Zone d'alluvion, zone fertile. Et on a notre plateau du Tibet et notre chaîne de montagnes. Donc, le triangle, la forme, la tectonique, vient créer, on vient de le voir, les deux reliefs importants. L'Himalaya, énorme plissement, va être important pour notre phénomène de mousson. Et il va laisser aussi la tectonique tantôt de la place pour notre fleuve, le Gange ici et l'Indus qui passe là. On va expliquer dans notre cours sur le Cachemire l'importance de l'Indus au niveau géopolitique et au niveau des conflits dans cette zone-là. C'est qu'en Inde, dans d'autres régions du monde aussi, comme en Chine par exemple, mais en Inde en particulier, la mousson d'été est un phénomène météorologique, donc c'est une circulation atmosphérique en fait qui pousse l'air à se soulever au contact des montagnes et
ça crée des pluies diluviennes, donc beaucoup de pluie. Sur comment ça se fait que le soleil chauffe autant que ça, cette partie du territoire, c'est qu'on l'a vu dans notre cours sur la tectonique, le continent indien est un triangle, mais qui est un triangle qui est de très grande superficie. Ce que ça veut dire, c'est que si on n'avait pas eu la tectonique pour former un triangle aussi gros, une pointe donc qui s'étend vers l'eau, on n'aurait pas un différentiel de température aussi élevé entre une très grande étendue d'eau froide et un territoire donc terrestre, l'Inde, qui, comme on vient de le dire, a une grande superficie et qui est donc réchauffée par le soleil. Donc la position rentre en ligne de compte. Si l'Inde était positionnée plus au nord ou plus au sud par rapport à l'équateur, on aurait une température qui serait un petit peu différente. Le soleil donc va chauffer le continent indien et l'air chaud va monter en altitude et un vide donc va apparaître en basse latitude, donc à l'altitude où les humains se trouvent. Il va y avoir un vide qui va se créer. Donc ce vide-là va être comblé par de l'air humide qui vient, l'humidité qui vient de l'eau, donc qui est ici. Et en plus d'avoir de l'humidité, on va avoir un rapport de température entre le froid et le chaud. Le vide attire l'air humide provenant des grandes étendues d'eau environnantes. Ça veut dire donc que le vide que vous voyez au milieu du continent va être comblé en basse altitude par de l'air humide. Étape 3, dernière étape, ça prend toujours du relief pour pouvoir avoir un phénomène de mousson. Sinon, ça n'existe pas. Il n'y aurait pas de pluie bénéfique pour l'agriculture, entre autres, dans le phénomène de mousson. C'est que l'air humide est bloqué par les 3 reliefs importants de cette zone. Donc, ce que l'air va faire, on l'a vu dans les 2 étapes précédentes, va faire un peu le schéma que vous voyez ici, ce qu'on appelle le phénomène de Foehn. F-O-E-H-N. Phénomène de Foehn qui veut dire circulation atmosphérique, donc qui va pousser l'air à se soulever au contact des montagnes. Va monter en altitude et les nuages vont se former en haute altitude parce que l'air refroidit et la pluie va se déverser seulement sur un des 2 côtés du versant. De l'autre côté, l'air se réchauffe et est complètement dépourvu de son humidité puisque la pluie vient de tomber sur un des 2 côtés. Donc des fortes zones de pluie dans ces 3 zones et c'est exactement ce qu'on a en termes de corrélation au niveau des pluies et des zones de population. Et en Inde, quand on parle de population et de densité, donc de nombre de personnes au kilomètre carré, ce sont des chiffres qui sont extrêmes. On parle, mettons, de 3 exemples, des 3 grandes villes. Delhi, 13 millions d'habitants. Calcutta, 14 millions. Bombay, 16 millions. Depuis des générations et des générations, les populations vont être amenées à habiter principalement de façon très dense dans ces zones-là. Même si en Inde, il y a du monde partout. Donc c'est comme un roulement qui se fait au niveau de la dynamique, comme ça. Essentiellement une dynamique qui ressemble un peu à ça. Mousson d'été en Inde, j'ai un petit peu contradictoire ici, mais c'est fait exprès, une malédiction bénie. Malédiction parce que ça amène aussi des catastrophes, bénie parce qu'il y a un côté positif, on vient de le voir au niveau de l'agriculture, mais le côté malédiction, c'est surtout au niveau urbain. On prend l'exemple, mettons, comme prétexte, notre schéma de densité de population et agriculture ici, d'où le point de départ, et on vient de le voir, la mousson. Donc si on se dit que la mousson est le point de départ, ce phénomène physique qui est arrivé bien avant les humains, c'est une mousson, donc beaucoup de pluie. On sait que les rizières demandent beaucoup de pluie aussi, donc des rizières qui vont être inondées, et ça donne que ces rizières-là ont besoin d'une main-d'œuvre importante. Le schéma commence comme ça, avec un phénomène physique de mousson. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le riz, donc, en abondance. On vient de voir que pour avoir des rizières, ça prend beaucoup de pluie. Donc, on est capable ici d'en cultiver beaucoup. Et ça tombe bien parce que le riz a besoin d'une population qui est nombreuse pour pouvoir la cultiver. Population également qui peut être, bien sûr, nourrie par ce riz-là. Et cette population-là, donc, c'est une main-d'œuvre disponible. Et on a besoin d'une main-d'œuvre importante pour cultiver le riz. Et le schéma tourne comme ça. Dernier chiffre, agriculture, coton, riz, etc. représente, c'est un chiffre très gros, 25% du produit national brut et 70% des emplois totaux en Inde. Un phénomène qui est super important. Donc on ne peut pas simplement dire que c'est un hasard si le phénomène de mousson attire des populations qui sont très importantes. C'est qu'on est à l'intérieur d'une dynamique qui est complexe et globale. Merci beaucoup.